Bienvenue sur le conte africain 225, plongé dans l'univers magique des légendes, sagesse et épopées d'Afrique, où chaque histoire vibre au rythme. Ada se réveilla en pleine nuit, tirée du sommeil par le chant strident des grillons. Sa tête pulsait douloureusement, et le sol sous elle semblait humide et étrange. Elle se redressa lentement, le monde tournoyant autour d'elle. « Où suis-je » murmura-t-elle, en regardant autour d'elle. Des tombes l'entouraient, et l'air sentait l'herbe mouillée et la décomposition. Elle était dans un cimetière, seule, et cette pensée la remplit d'effroi. Ada sentit son cœur s'accélérer. Ses vêtements étaient sales, ses chaussures avaient disparu. Elle toucha son cou et réalisa que sa chaîne en or manquait aussi. La dernière chose dont elle se souvenait était d'être à une fête, la musique assourdissante, mais tout ce qui s'était passé là-bas était maintenant flou. Où sont les autres ? Se demanda-t-elle, se questionnant sur l'absence de ses amis. Ses amis, T et KY, étaient avec elle à la fête, mais ils étaient introuvables. Le silence du cimetière était assourdissant. Ada se leva en titubant, ses jambes si faibles qu'elle trébucha vers la grille et réussit à sortir. Il était 3 heures du matin, et personne ne semblait être là. Elle aperçut un panneau devant elle et réalisa qu'elle était dans l'état d'Ogun. Comment est-ce possible ? Comment suis-je arrivée ici ? Se demanda-t-elle, perplexe, se questionnant sur comment elle était passée de la gosse à l'état d'Ogun. Le cœur d'Ada battait la chamade tandis qu'elle continuait à marcher. L'air nocturne collait à sa peau, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Son esprit était un tourbillon de confusion. « Réfléchis, Ada, réfléchis », murmura-t-elle en fouillant sa poche pour prendre son téléphone, mais il n'y était pas. Elle jura à voix basse, convaincue que rien de cette nuit n'avait de sens. Ada regarda autour d'elle, mais la route était vide, sans voiture, sans âme qui vive à cette heure. Tout ce qu'elle entendait était le chant des grillons. Devant elle, un petit kiosque en bois abandonné se dressait au bord de la route. Ada s'en approcha en titubant et s'assit sur le banc devant le kiosque, essayant de reprendre son souffle. « Je dois retourner à la gosse », dit-elle, se tenant la tête dans les mains. La douleur lancinante dans son crâne rendait difficile une pensée claire. Alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire, elle commença à marcher seule dans l'obscurité. Après des heures de marche, elle tomba sur un camion en route pour la gosse. Ada supplia le vieil homme, qui accepta de la laisser monter avec lui. À 8 heures du matin, Ada se retrouva à la gosse. Elle arriva à l'appartement qu'elle partageait avec ses amis T et KY, qu'elle s'attendait à trouver endormi. « T. Qui » appela-t-elle, mais l'appartement semblait aussi silencieux que le cimetière. Le cœur d'Ada se serra alors qu'elle parcourait le petit espace à la recherche de ses amis. Leur lit était intact, et elle se demanda où ils pouvaient être. Elle s'effondra sur le canapé, son esprit rejoignant des fragments de la nuit précédente, se demandant comment elle s'était retrouvée seule dans le cimetière. À midi, Ada ne pouvait plus attendre. Elle décida d'aller chez Amaka, la fille riche qui avait organisé la fête la veille. Amaka vivait dans un immense manoir à Lekki, et Ada n'y était venue que quelques fois. Quand Amaka ouvrit la porte, elle sembla surprise de voir Ada. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Amaka, croisant les bras. « Je dois trouver T et KY, dit Ada. « Nous étions à ta fête hier soir. Sais-tu où ils sont ?» Amaka fronça les sourcils. « Une fête ? Je n'ai pas organisé de fête hier soir. » Ada la fixa, incrédule. « De quoi parles-tu ? Nous étions ici. Il y avait de la musique forte, plein de monde, on buvait et on dansait. » Amaka l'interrompit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne t'ai pas vu, ni tes amis, hier soir. » Ada sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Amaka mentait-elle ? Tu es sûr ?» insista Ada. Amaka leva les yeux au ciel. « Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Si tu cherches tes amis, essaie de les appeler. » Avant qu'Ada ne puisse ajouter quoi que ce soit, Amaka lui claqua la porte au nez. 2 jours passèrent, et Ada n'avait toujours pas de nouvelles de T ou KY. Elle mangeait à peine, ne dormait presque pas, son esprit rongé par l'inquiétude. Le 3e jour, elle alluma la télévision pour se distraire, mais le titre des informations la glaça d'effroi. 2 femmes retrouvées mortes dans un cimetière de l'état d'Ogun, annonça le présentateur. Ada retint son souffle. L'écran montra une image du cimetière où elle s'était réveillée. Le présentateur continua. Les corps ont été identifiés comme étant ceux de Tedino et K. L'estomac d'Ada se noua. Ses amis étaient morts. Non, 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 murmura-t-elle, serrant sa poitrine. Les larmes ruisselaient sur son visage. Le présentateur poursuivit. La police enquête sur la cause de la mort. Les premiers rapports suggèrent un acte criminel. Les autorités demandent à toute personne ayant des informations de se présenter. Ada éteignit la télévision et s'effondra au sol. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Plus tard ce soir-là,
Alors qu'elle était assise dans l'obscurité, on frappa bruyamment à la porte. Son cœur bondit dans sa gorge. Elle hésita avant de se lever et de jeter un œil par le judas. 2 hommes en uniforme de police se tenaient dehors. Ada ouvrit la porte lentement, les fixant. « Êtes-vous Ada Okunor ?» demanda l'un d'eux. « Oui, » répondit-elle, la voix à peine audible. « Vous êtes en état d'arrestation ?» dit l'officier en s'avançant. Les yeux d'Ada s'écarquillèrent. « Arrestation? Pourquoi ?» L'officier brandit un sac de preuves en plastique contenant son sac à main. « Ceci a été retrouvé sur la scène du crime, madame. Nous devons vous poser quelques questions. » Le cœur d'Ada s'emballa alors qu'on l'escortait jusqu'au fourgon de police. À la station, Ada était assise dans une pièce grise et froide. Les officiers la bombardèrent de questions. « Que s'est-il passé cette nuit-là ?»« Je ne me souviens pas, » pleura-t-elle. « Comment êtes-vous arrivé au cimetière ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle. « Pourquoi vos affaires ont-elles été trouvées près des corps ?» Ada secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je jure que je ne sais rien. Je ne leur ai pas fait de mal. » L'un des officiers se pencha plus près. « Vous êtes la seule survivante. Cela fait de vous notre principale suspecte. » Ada enfouit son visage dans ses mains. Elle se sentait piégée, désespérée, incapable de se souvenir comment elles étaient arrivées au cimetière. Dans sa cellule, Ada essayait de reconstituer la nuit de la fête. Les souvenirs étaient épars, comme des éclats de verre dans son esprit. Elle se souvenait d'avoir ri avec T et KY, d'avoir bu quelque chose de sucré mais étrange, puis tout était devenu noir. Ada commença à regretter sa décision de quitter la maison de ses parents. Elle aimait la belle vie et était l'enfant unique de parents riches qui ne lui donnaient jamais la liberté de faire ce qu'elle voulait. Son père était extrêmement strict, toujours à lui demander où elle allait et avec qui elle traînait. « Tu dois arrêter de fréquenter ces amis inutiles », disait son père. Mais Ada n'écoutait pas. Elle aimait les clubs, les fêtes et les vêtements de luxe. Elle voulait la liberté. Un soir, elle rentra extrêmement tard. Son père l'attendait dans le salon. « Ada, où étais-tu » demanda-t-il, la voix sévère. Ada répondit qu'elle était sortie avec des amis. « Sais-tu quelle heure il est » demanda-t-il. Elle lui dit d'arrêter de crier. « Arrête de crier, papa. Je suis assez grande pour vivre ma vie, » lança-t-elle. Le visage de son père devint rouge. « Tant que tu vivras sous mon toit, tu suis mes règles. » Ada leva les yeux au ciel et monta dans sa chambre, sans se soucier de ce que son père disait. Ada se rebellait toujours contre ses parents, réclamant sa liberté. Les disputes s'aggravèrent, et un jour, son père tenta même de confisquer ses clés de voiture. « Tu ne vas nulle part ce soir » dit-il fermement. Ada lui arracha les clés des mains. « Tu ne peux pas me contrôler, papa. Je ne suis pas un robot. » Sa mère tenta de calmer la situation en lui demandant d'écouter son père, mais Ada resta obstinée. « J'en ai fini avec cette maison, » dit-elle, décidant de déménager. Le visage de son père s'effondra à cet instant. « Ada, ne me fais pas ça, » dit-il, lui rappelant son problème cardiaque. Mais Ada s'en moquait. Elle fit ses bagages et quitta la maison, malgré les supplications de ses parents. Ada claqua la porte au nez de ses parents et emménagea avec T, sa meilleure amie. T était sauvage et aimait faire la fête autant qu'Ada. Chaque soir, elle s'habillait et allait en boîte, buvant, fumant et dansant jusqu'aux premières lueurs du jour. Maintenant, elle était là, accusée d'avoir tué ses amis. Ada peinait à dormir, son esprit rejouant les derniers moments dont elle se souvenait. Il y avait de la musique, T lui avait donné un verre, ça avait un goût étrange mais sucré. KY riait, mais son rire semblait distant, comme s'il se passait dans un autre monde. Puis, l'obscurité. Les parents d'Ada étaient dans le salon quand un appel arriva. La mère d'Ada répondit. « Bonjour, Madame Okunor », dit une voix masculine à l'autre bout. « Ici l'inspecteur Ola du département de police de Lagos. Je vous appelle pour vous informer que votre fille, Ada, a été arrêtée en lien avec une affaire d'homicide. Elle est la principale suspecte dans la mort de 2 femmes retrouvées dans un cimetière de l'état d'Ogun. » Les mots frappèrent la mère d'Ada comme un coup. « Quoi? Qu'est-ce que vous dites » bégaya-t-elle, s'agrippant au bord de la table pour se soutenir. Le père d'Ada leva les yeux brusquement. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. La mère d'Ada couvrit le combiné de sa main. « C'est Ada. La police dit qu'elle est suspectée dans une affaire de meurtre. » Le visage du père d'Ada blêmit. « Quoi ? C'est impossible. Passe-moi le téléphone. » Il arracha le combiné des mains de sa femme. « Inspecteur, ici son père. Que dites-vous à propos de ma fille ?» L'inspecteur répéta les informations, son ton ferme mais compatissant. « Nous avons trouvé ses affaires sur la scène du crime, et elle est la seule survivante. » « Nous devons enquêter davantage. » Les mains du père d'Ada commencèrent à trembler. « Inspecteur, ici son père. Que dites-vous à propos de ma fille ?» L'inspecteur répéta les informations, son ton ferme mais compatissant. « Nous avons trouvé ses affaires sur la scène du crime, et elle est la seule survivante. Nous devons enquêter davantage.
Il serra sa poitrine. Non, non, ce n'est pas possible. Ada ne ferait jamais ça. C'est ma petite fille. Monsieur, je comprends que c'est difficile, mais nous avons besoin de sa coopération dans cette affaire, dit l'inspecteur. Le père d'Ada n'entendit pas la suite. Sa respiration devint laborieuse, son visage se tordit de douleur. Emma, cria la mère d'Ada, se précipitant à ses côtés. Ça va? Que se passe-t-il? Il s'effondra au sol, serrant sa poitrine, sa respiration faible, son visage trempé de sueur. Aidez-moi, quelqu'un, aidez-moi, cria la mère d'Ada, la voix brisée alors qu'elle essayait de le secouer pour le réveiller. Quand l'ambulance arriva, il était trop tard. Le père d'Ada fut déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Les médecins confirmèrent qu'il avait succombé à une crise cardiaque fatale. La mère d'Ada était inconsolable. Elle était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, le visage enfoui dans ses mains. Si seulement elle n'était pas partie, si seulement elle avait écouté, murmura-t-elle à travers ses larmes. Pendant ce temps, Ada était assise dans sa cellule quand un officier vint l'informer qu'elle avait une visite. Elle fut conduite dans la salle des visites, le cœur lourd d'appréhension. Sa mère était assise de l'autre côté de la table, le visage pâle et tiré. « Maman », murmura Ada en s'asseyant. Sa mère ne parla pas pendant un long moment. Elle fixait simplement Ada, un mélange de douleur et de colère dans les yeux. Puis, d'une voix tremblante, elle dit « Ton père est parti ». Le cœur d'Ada s'effondra. « Quoi? Parti? Que veux-tu dire ?» La voix de sa mère se brisa alors qu'elle répondit « Il a eu une crise cardiaque. Apprendre que tu étais suspecté, c'était trop pour lui. » Ada se figea. Le monde autour d'elle sembla s'effondrer. Elle secoua la tête, les lèvres tremblantes. « Non, maman, ce n'est pas possible. Papa ne peut pas être parti. Je n'ai rien fait. » Les larmes ruisselaient sur le visage de sa mère. « Tu nous as quittés, Ada. Tu l'as quitté. Il t'a supplié, mais tu t'en fichais. » « Je ne savais pas que ça arriverait, » sanglota Ada, serrant sa poitrine. « Je ne voulais pas que ça arrive. » Sa mère frappa la table de sa main. « Ton égoïsme l'a tué. Tu nous as quittés pour cette vie futile, et maintenant, tu as détruit cette famille. » Ada s'effondra complètement, sanglotant sans contrôle. « Maman, s'il te plaît, je ne voulais pas ça. J'aime papa. » Sa mère se leva brusquement, le visage dur. « Tu l'aimais? Alors pourquoi ne l'as-tu pas écouté? Pourquoi n'es-tu pas resté ?» Avant qu'Ada ne puisse répondre, sa mère se retourna et quitta la pièce. Le bruit de ses pas résonna dans les oreilles d'Ada, la laissant seule avec le poids insupportable de sa culpabilité. Les jours passèrent, et Ada restait la seule suspecte de l'affaire. Amaca niait avoir organisé une fête, et la police peinait à rassembler plus de preuves. Ada se sentait piégée, son esprit tourmenté par le chagrin et la culpabilité. Les jours devinrent des semaines, et Ada resta en détention. Les preuves contre elle étaient solides, et sans mémoire des événements, elle se sentait sans défense. Ses affaires avaient été trouvées sur la scène du crime, ses amis étaient morts, et elle était la seule survivante. La police, le public, tous croyaient qu'elle était coupable. La date du procès d'Ada fut fixée, et sa mère refusa de lui rendre visite à nouveau. Elle passait ses journées seule dans sa cellule, rejouant des fragments de la fête dans son esprit, essayant désespérément de se rappeler ce qui s'était passé. Le jour du procès, Ada était assise dans la salle d'audience, le cœur battant, alors que l'accusation présentait son dossier. Il la dépeignait comme une jeune femme irresponsable qui avait attiré ses amis dans le danger. Ils montrèrent des photos de la scène du crime, son sac à main, les corps de ses amis. Ada se sentait malade. Elle voulait crier qu'elle n'avait rien fait, mais les preuves étaient accablantes. Son avocat tenta d'arguer qu'Ada avait été droguée et laissée inconsciente, mais sans preuve, c'était une bataille perdue d'avance. Alors que le juge se préparait à rendre le verdict, la porte de la salle d'audience s'ouvrit soudain. Une femme entra en panique, suppliant qu'on l'écoute. « Votre honneur, dit-elle, la voix ferme, j'ai des informations qui peuvent changer cette affaire. » Le juge sembla surpris. « Et qui êtes-vous »« Je m'appelle Florence, dit la femme. Je suis vendeuse ambulante, et j'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là. » La salle devint silencieuse, tous les regards se tournant vers elle. Florence monta à la barre et commença son témoignage. Elle expliqua qu'elle passait toujours par le cimetière en rentrant chez elle. Cette nuit-là, elle revenait après avoir vendu de la nourriture dans son restaurant quand elle vit une voiture noire s'arrêter près du cimetière. Cela lui sembla étrange, alors elle se cacha à proximité et observa. Deux hommes sortirent de la voiture, traînant deux femmes inconscientes de la banquette arrière et les jetant au sol. Elle révéla que les hommes riaient, disant que les filles l'avaient mérité. Puis ils retournèrent à la voiture, sortirent une troisième fille qui semblait encore vivante.
La femme expliqua qu'il voulait tuer la troisième fille quand elle commença à leur lancer des pierres et à faire des bruits effrayants depuis sa cachette, les terrifiant, et ils s'enfuirent. Elle était trop terrifiée pour approcher la fille, ne sachant pas dans quoi elles étaient impliquées, alors elle la laissa là, sachant qu'elle était encore vivante. Quand elle vit les informations à la télévision, elle sut que la fille accusée du crime était celle qu'elle avait sauvée. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire et regarder une innocente être condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, alors elle devait se manifester. Elle montra la photo qu'elle avait prise des hommes cette nuit-là, tendant son téléphone au juge avec une image montrant clairement deux hommes près d'une voiture noire à côté du cimetière. L'un des hommes avait une cicatrice distincte sur le visage. Le juge examina la photo. « C'est une preuve cruciale, dit-il, la passant à l'accusation. La police a-t-elle des pistes sur ces hommes ?» demanda le juge. La police se mit immédiatement en action pour appréhender les hommes à l'aide de la photo. Ils identifièrent les deux hommes et les arrêtèrent. Sous interrogatoire, les hommes avouèrent le crime. Ils admirent avoir drogué Ada, T et KY à la fête après que T les avait repoussés, disant qu'ils n'étaient pas de sa classe. Ils les forcèrent à monter dans leur voiture, espérant leur donner une leçon. Quand T fit une overdose et ne se réveilla pas, paniqués, ils décidèrent de les abandonner dans le cimetière. Ils remarquèrent qu'Ada était encore vivante et essayèrent de la tuer. Mais ils furent effrayés avant de pouvoir exécuter leur plan. Les aveux des hommes innocentèrent Ada. La salle d'audience fut remplie de murmures alors que le juge la déclara innocente. Les larmes coulaient sur le visage d'Ada alors que le juge ordonnait sa libération immédiate. Quand Ada sortit de la salle d'audience, la lumière du soleil lui sembla étrangère sur sa peau après des semaines en détention. Florence l'attendait, son sourire chaleureux offrant du réconfort. « Merci, dit Ada, la voix tremblante. Tu m'as sauvé la vie. » Florence posa une main sur son épaule. « J'ai seulement fait ce qui était juste. On t'a donné une seconde chance, ne la gâche pas. » La mère d'Ada se tenait près de la voiture, le visage mêlé de soulagement et de tristesse. Ada hésita, incertaine d'être accueillie, mais sa mère s'avança et l'enlaça fort. « J'ai cru t'avoir perdu, » murmura sa mère. « Je suis tellement désolée, maman, » sanglota Ada. « J'ai fait tant d'erreurs. Je ne voulais rien de tout ça. » Sa mère la serra longuement avant de se reculer. « Nous surmonterons cela ensemble. » De retour chez elle, l'absence de son père était insupportable. Ada visitait sa tombe tous les jours, s'agenouillant en silence et murmurant des excuses. « Papa, j'aurais dû t'écouter. J'étais tellement égoïste. Je te promets de changer. Je te rendrai fière. » Sa mère la rejoignit un soir, posant une main sur son épaule. « Il t'aimait, Ada. Malgré tout, il croyait en toi. Honore sa mémoire en devenant la femme qu'il voulait que tu sois. » Ada hocha la tête, les larmes coulant sur son visage, promettant d'être une meilleure femme. C'est ainsi qu'Ada a pris une précieuse leçon, ne plus jamais prendre la vie et ses proches pour acquis. La leçon à tirer de cette histoire est que les choix ont des conséquences, et les actions égoïstes peuvent blesser non seulement soi-même, mais aussi ceux qui nous aiment. Le parcours d'Ada enseigne l'importance d'écouter les conseils, de valoriser la famille et de reconnaître l'impact de son comportement sur les autres. Cela nous rappelle que la liberté sans responsabilité mène à la destruction, et que les secondes chances doivent être accueillies avec humilité et détermination. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards et des absents.